vraiment une chance extraordinaire d'avoir une invitée d'exception, une invitée que j'avais vraiment envie d'inviter tout simplement dans cette émission, dans cet épisode, parce que vraiment j'aime m'entourer de gens qui sont authentiques, qui sont sincères, qui aiment les choses bien faites, le travail bien fait. Et Elodie, ça fait un petit moment qu'on se connaît, qu'on se voit dans différentes réunions, mastermind, etc. Et j'avais vraiment envie qu'on vienne parler d'un sujet que je pense que pas mal de nos clients vivent, et puis peut-être que nous aussi, parce que souvent, quand on est soi-même exigeant avec nous-mêmes, très professionnel, très cadré, on va attirer aussi des gens qui sont dans ce professionnalisme, et parfois mis à l'excès, ça amène du perfectionnisme, et le perfectionnisme n'est pas forcément très bon quand on y va dans l'excès. Et c'est justement l'objet de cet épisode-là, quand le perfectionnisme t'empêche de réussir et de partager ta passion et ton activité. Donc écoute, Elodie, tout simplement, est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour déjà, quel accueil tu me fais. Oui. Waouh, ok. Alors, qui je suis? Je suis Elodie Sculino. Je suis une ancienne danseuse professionnelle et aujourd'hui, je suis maintenant formatrice de la méthode Pilates. Je suis à l'origine fondatrice et du coup présidente et formatrice au sein du coup de ma propre école qui s'appelle Les 5 Sens, Pilates International. Comme le nom l'indique, l'objectif pour moi, c'est d'accompagner des professeurs en redonnant du sens au mouvement et aux choses pour remettre l'humain et la santé au cœur de toute la pratique. Ça me parle beaucoup. Moi qui ai développé Way of Sense, tu vois, c'est vraiment, je pense que le sens est hyper important, et parfois on part du sens parce qu'on vient tout de suite se concentrer sur du marketing. Moi, j'ai eu des clientes qui m'ont dit, mais en Pilates, des fois, on est plus dans le cœur du Pilates. Et justement, en effet, je trouve ça hyper intéressant de ramener du sens à sa pratique plutôt que de faire des choses de manière très mécanique, parce que on croit que c'est juste le marketing ou des choses qui peuvent plaire, quoi. Ok. Écoute, ravie de t'avoir sur le sujet du perfectionnisme, et j'aimerais que tu puisses un petit peu me raconter ton début d'aventure dans ton activité. À quel moment aussi t'as vu que tu voulais transmettre, former, comment ça a démarré pour toi? Moi, je crois que le perfectionnisme a démarré très tôt chez moi parce que c'est une histoire d'éducation. Si tu fais les choses, fais-les bien. Donc je pense que j'ai grandi là-dedans. C'est pas pour dire que je faisais tout bien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était là en fond de toile. Et en grandissant, c'est devenu de plus en plus présent, à tel point que chercher à faire les choses bien, c'est super, mais s'empêcher de faire des choses parce que tu les trouves pas assez bien, là, ça devient un défaut. Je pense, oui, on peut même dire que c'est autodestructeur finalement, parce qu'au lieu d'avancer, on se met ses propres barrières. On veut tellement que ce soit parfait que si c'est pas parfait, on fait pas. C'était quoi ta question? Comment j'ai réalisé ça? En fait, non, déjà, non, je voulais déjà ma question, mais on est tout de suite allé sur le sujet. Mais ma question, c'était, comment, déjà, toi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de transmettre, de former des gens, et puis, comment ça s'est passé par rapport à ce perfectionnisme, de vouloir, c'est vrai, quand on lance un accompagnement, quand on est perfectionniste, mais moi, j'en suis aussi, souvent, on a envie que tout soit contrôlé, parfait, etc. Et parfois, on a du mal à se lancer, que ce soit, soit que toi comme moi dans une formation, d'un apprentissage, soit des gens qui se lancent dans des cours, justement. Et toi, comment ça s'est passé pour toi de prendre enfin cette place et puis d'oser ouvrir ton accompagnement, ouvrir ce que tu as fait?
Pour moi, la transmission, alors je m'en suis rendu compte a posteriori. J'étais danseuse pro. J'avais déjà commencé à cette époque allez, j'allais dire, à préparer un peu le terrain d'une reconversion parce que je savais que je serais pas sur scène toute ma vie. Je l'envisageais pas. Et l'occasion m'a été faite de commencer à donner des coachings, à suivre des personnes qui avaient besoin de se sentir mieux dans leur corps, de mieux se connaître, etc. Donc, voilà, j'en avais quelques heures par semaine, mais c'était très cool. Ça me permettait de continuer de danser. Et ma fille est née, et puis je me suis rendu compte avec tout ce que je faisais entre la vie pro, la vie perso, que j'avais besoin de redonner du sens aux choses. Et un soir, je suis montée sur scène, comme tous les soirs, et sur un spectacle que je connaissais très bien. Et je me suis retrouvée sur scène et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? C'était assez incroyable pour moi parce que moi, je m'éclatais, quoi. Enfin, c'était, waouh, je montais sur scène, je dansais, je danserai toute ma vie d'ailleurs, même si aujourd'hui je suis plus danseuse pro. Je me suis retrouvée dans cette situation où il y avait plus de sens profond à ce que je faisais. Et comme je donnais déjà des cours, des coachings à côté, des accompagnements, je pense que le parallèle s'est fait à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que d'être sur scène et de donner de la joie et de délivrer des émotions au public était pour moi à un niveau plus en superficie par rapport au moment d'intimité où je suis en coaching avec les personnes, où là on vient au fond des choses. Et je pense que c'est ça qui m'a fait réaliser que j'avais besoin d'aller au fond des choses en fait. Et que quand j'étais danseuse, pour moi, c'était pas une histoire d'ego pour me mettre en valeur et me faire juste égoïstement plaisir. C'était déjà parce que j'avais envie de donner quelque chose à des gens en face. Et donc, c'est naturellement que, de ce palier-là, j'ai eu besoin d'aller donner plus en profondeur, de transmettre, de créer des transformations réelles et pas juste sur un petit peu de paillettes. Voilà comment c'est arrivé. C'est hyper intéressant ce que tu partages parce que moi je l'ai vécu et je vois que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent aujourd'hui qui ont vécu cette phase, c'est-à-dire moi à l'époque je donnais par exemple quand je donnais des cours, c'était vraiment je voulais que ce soit une expérience vraiment qui allait sortir les autoriser à libérer des émotions. Vraiment, c'était un peu un spectacle en fait. J'étais pas. Et puis bon, je fais aussi de la danse, donc c'était vraiment d'arriver à être acteur, d'être vraiment dans l'acteur pour permettre aux gens de s'autoriser des choses. Et mais c'était comme tu disais, alors je dirais pas superficiel, mais ça restait éphémère. Et du coup, c'était plein de petites choses comme ça qui développaient cette passion pour moi de partager comme ça, par les émotions, etc. Sauf qu'à un moment, je pense qu'une fois qu'on a fait notre bout de chemin là-dessus, à un moment, on se rend compte que on a envie aussi de transmettre aux autres des clés pour y aller eux-mêmes. Et on passe de l'acteur à l'envie de l'accompagnant et entre guillemets le transformateur, c'est-à-dire la personne qui va dire ok, alors ça t'anime, donc moi je vais t'apprendre à le faire avec toi-même, voire à le partager après. Et je pense qu'on a tous ces phases d'évolution, hein. C'est comme on dit toujours, il y a l'élève, après l'élève va devenir enseignant, après il va devenir le maître, après il va devenir le guide. Enfin, en fait, on a différentes parties dans nos vies, et quand on a passé un certain stade de aussi de perfectionnement dans nos pratiques personnelles, de partage, on a envie d'aller à un niveau supérieur et puis aussi partager ce qu'on a appris avec l'expérience qu'on a eue, quoi. Et ok, d'accord. Écoute, ouais, c'est hyper intéressant de dire et de voir qu'en fait, moi je trouve on vit que des cycles. Et on parle des cycles des 7 ans. Après, des fois, ça peut être différent. Mais en fait, et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on passe un palier de cycle, on perd notre sens. Le sens de ce qu'on fait, c'est un peu je trouve parfois c'est un peu la crise. Ça questionne. Ouais, ça questionne sur où est-ce que j'en suis.
Je pense qu'il y a une histoire de remise à niveau des choses. Ok, là où j'en suis aujourd'hui, est-ce que ça a toujours du sens fait de cette façon-là? Et comme les choses évoluent, ben, on est obligé de bouger nos curseurs, en fait. Je le ressens plutôt comme ça, ouais. Ok. Pour moi, le partage, de toute façon, c'est quelque chose d'essentiel. Ça sert à rien de savoir des choses et de les garder pour soi égoïstement. Enfin, l'être humain, il est fait pour être sociable, pour partager, pour échanger, Parfois, il y a une grosse croyance derrière, c'est que les gens ont peur de partager parce qu'ils ont peur qu'on leur vole leurs idées. Sauf qu'en fait, non, mais j'en ai beaucoup rencontré comme ça, sauf qu'en fait, la façon dont toi tu vas partager va être complètement différente d'une autre, alors que peut-être le message va être le même, mais l'énergie de chacun est tellement différente qu'en fait, les informations sont pas les mêmes et on va attirer d'autres personnes et personne ne peut être exactement comme Élodie, comme Julie. Chacune est différente en fait. Et je pense qu'il y a plusieurs choses là-dedans à voir. La première chose, c'est quand on a peur qu'on nous vole des choses, ça nous ramène à notre propre humilité. Et je trouve qu'on est dans des milieux où il en manque quand même beaucoup. Et c'est important de le dire pour moi. On n'a rien inventé. Bien sûr, absolument. Donc quand on se dit j'ai peur qu'on me vole ça ou ça, mais attends, est-ce que c'est toi qui l'as inventé en fait? Et justement, et même si c'était toi qui l'avais inventé, ben tu veux le garder juste pour toi? À quoi bon? Du coup, pourquoi t'inventes un truc si c'est pour le garder juste pour toi? Donc on n'a rien inventé. Le corps humain, on connaît là son fonctionnement au stade où il en est. On est là pour aider les gens, quoi, autant que ça serve à du monde. Sur le marché, il y a des tonnes de profs de pilates, il y a des tonnes de profs de yoga, il y a des tonnes d'instructeurs de fitness. Et bon, je ne peux pas faire tout le tour du marché, mais il y en a beaucoup. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'adresser à des personnes qui en ont besoin et à qui ça va parler. Et en fait, si toutes les petites mailles de cette grande chaîne agissent avec cette intention-là, qui est saine, de délivrer, de partager, de transformer, en fait, on va un petit peu participer à aider le monde, quoi, à aider l'être humain à avancer. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois, en fait. Je partage exactement ça et toujours, moi je dis toujours, moi j'ai rien, personne en effet n'a inventé et que même des profs, alors moi plutôt dans le yoga, des profs qui ont 20 ans, 25 ans d'expérience et qui ont encore cette retenue ou dire à leurs élèves mais si tu fais comme ça c'est pas bien, il faut absolument que tu fasses d'une certaine voie. Moi je suis pas d'accord parce qu'en fait on n'a rien inventé, en même temps il y a rien de figé. C'est-à-dire que en fait moi par exemple ce que j'ai appris, je vais le déployer d'une certaine façon que mon prof formateur n'aura peut-être pas eu l'idée de le faire. Et en fait se dire en fait plus on partage et je pense que c'est notre mission aussi, plus on partage qu'on a avec notre énergie et puis laisser la liberté à nos élèves ou à nos clients d'en faire ce qu'ils veulent. Plus ça va faire grandir les choses, ça va amener de la diversité dans des approches, etc. Et moi je trouve ça, je trouve que c'est juste, ça amène plus de vie, plus de développement et tout le monde y trouve un intérêt en fait. Là on s'adresse à des professionnels du mouvement et j'insiste sur le mot mouvement. Et comme tu l'as dit, les choses ne sont pas figées. Même si on travaille avec une méthode, quelle qu'elle soit, alors moi là j'utilise le Pilates, toi le yoga et d'autres choses, mais en fait si on utilise la méthode figée dans le temps, elle ne peut pas répondre à des besoins et à une problématique qui est présente aujourd'hui. Et les élèves que l'on rencontre aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux dans 10 ans ou même après-demain quand, je sais pas, il va se passer quelque chose dans le monde et que de façon, on le voit, géopolitique, etc., il se passe plein de choses. On n'évolue pas de la même manière, on n'en est pas au même stade. Donc, si on prend les choses de manière figée, bien sûr que du coup, c'est hyper inquiétant. Mais c'est une question de positionnement, c'est que là, en tant que prof, on se place pas au bon endroit. La méthode, pour moi, c'est un outil. Quand on fait du bricolage, on a une mallette à outils, on utilise le tournevis quand c'est nécessaire, et puis par contre, s'il faut faire de la peinture, c'est pas le tournevis qu'on va sortir, mais c'est bien notre rouleau, quoi.
Donc nous, c'est pareil, on utilise des méthodes et si on n'est pas tourné vers l'humain, quel est son contexte, où est-ce qu'il en est là aujourd'hui et comment je peux l'aider, ben en fait, on n'utilise pas les outils de la bonne façon. Je partage aussi. Et pour en revenir au perfectionnisme, c'est un peu ça. Moi, je pense que parfois, le perfectionnisme, c'est un peu rigide. Alors que quand on va dans l'intelligence, c'est-à-dire le relationnel, l'humain, la complexité aussi de tout ça, là, on amène du mouvement. Et c'est là qu'on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes avec nos clients. Et oui, mais et justement, est-ce que c'est pas à ce moment-là, a posteriori, qu'on peut se dire, ah, je me rapprocherai du perfectionnisme, même si pour moi la perfection n'existe pas. C'est-à-dire que t'es arrivé, si t'as respecté l'humain là où il en est, que t'as adapté les choses pour lui et que tu l'as emmené en mouvement là où c'était nécessaire qu'il soit, est-ce qu'on se rapproche pas d'une justesse finalement? Alors, plutôt une justesse, ouais. Pas perfectionnisme, mais justesse. Ouais, absolument. Beaucoup plus. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus fluide que pour moi la notion de perfectionnisme où on parle de rigueur, de méthode, qu'il faut surtout pas sortir des cases parce que et qui là amène de la rigidité et qui amène souvent des blocages aussi et on l'a vu notamment je sais pas si tu étais dans la danse classique ou autre mais certaines pratiques où moi j'ai eu des personnes que j'ai rencontrées qui ont été gravement blessées ou qui aujourd'hui ont des séquelles à vie parce qu'il y avait une méthode rigide de perfection qui les a empêchés à juste à adapter aussi en fonction de leur propre anatomie aussi. Hein. Oui. Ça, on le voit effectivement dans le sport de haut niveau, mais on le voit chez toutes les personnes qui pratiquent intensément, hein, où la prof de yoga va pratiquer que le yoga du coup et ne fait plus que du yoga et répète que les mêmes exercices et dans le même ordre, etc. On retrouve ça dans le pilates, on retrouve ça dans toutes les personnes qui veulent se spécialiser dans leur discipline. Et en fait, trop de spécialisation tue la spécialisation. Parce que le corps n'est pas fait pour faire toujours la même chose. C'est comme si je sais pas, les carottes sont bonnes pour la santé, tu manges plus que ça, quoi. Le corps et le cerveau aussi. Enfin, non, le corps, ça fait partie du corps, mais notre fonctionnement, plus on va amener de la diversité, plus on arrivera à s'adapter et plus il va y avoir des choses qui vont se passer, quoi. Ok. Alors, je vais te faire sourire, mais tu as aujourd'hui une grande expertise. Tu as une grande expertise. Mais est-ce que tu t'es sentie vraiment prête au moment à commencer à enseigner, à faire des coachings, à accompagner des gens? Cette question d'être prêt pour faire les choses me fait toujours sourire parce que je pense que dans la vie, on n'est jamais vraiment prêt. Tu sais, c'est comme est-ce que tu es prêt à avoir un enfant? Non, tant que tu l'as pas eu dans les mains et que tu sais pas ce qui t'attend vraiment, vraiment au fond des choses, je pense qu'on n'est jamais prêt. Parce que en plus là on est dans des relations humaines, donc il y a forcément des surprises et des choses inattendues, hein. L'élève arrive et te dit aujourd'hui je me sens comme ça, au fait je t'ai pas dit hier je suis tombée et donc je suis dans tel état, oh waouh, donc c'est toujours une surprise. Je sais pas si j'étais prête, en tout cas j'avais cette flamme qui était tellement puissante en moi de vouloir aider, de vouloir transmettre, de vouloir chercher des solutions pour l'autre, que ça m'a pas fait peur, j'y suis allée. De toute façon, c'était comme ça pour moi, c'était écrit. Ok, je partage vraiment. Je pense qu'on n'est jamais prêt à rien. et justement, c'est un peu le mur de la peur, de se dire non mais attends, c'est nouveau pour moi, ou qu'est-ce qui va se passer, ou est-ce que ça va plaire, ou des choses. Mais et en effet, moi je suis un peu pareil. Je pense que quand on se développe dans l'entrepreneuriat, on a de plus en plus ce réflexe de dire non, attends, ok, il y a la peur, mais derrière il y a l'envie. Et moi, tout le mur de la peur, je me dis qu'il y aura au moins une personne qui va aimer ce que je fais. C'est sûr, parce que j'y mettrai tout mon cœur et du coup, je plonge. J'y vais parce que, en fait, oui, on sera jamais prêt et à chaque fois qu'il y a du changement, notre organisme, il est tellement là à freiner, ouais, que c'est normal qu'on ressente qu'on se sente pas prête, qu'on se pose des milliards de questions. Mais là, dans ces moments-là, c'est aussi intéressant de pouvoir se sentir épaulé, soutenu, accompagné. C'est pour ça que je demande souvent, moi, à mes clients, est-ce que tu es soutenu au moins dans ce que tu fais? Parce que là, il y a besoin aussi d'avoir des forces, des ressources pour
pour passer ce cap qui dure pas forcément très longtemps, mais qui est quand même pas toujours confortable au début. Ouais, tu vois ce que tu dis là, cette sensation de se poser toujours des questions et de se dire, voilà, je suis à la hauteur, je suis pas à la hauteur, je suis au bon endroit, j'ose pas. Il faut savoir que c'est des questions récurrentes, quel que soit le niveau où on est et notre palier. Mm. Donc aujourd'hui, je me les pose toujours là où j'en suis. Et je me les poserai après-demain, même si je suis encore à un palier au-dessus. Et voilà, c'est pareil pour toi, c'est pareil pour tout le monde. Donc la vraie question, elle se place ailleurs en fait. C'est qu'est-ce qui t'anime vraiment au fond de toi en fait. Est-ce que ça t'anime tellement fort que tu es prêt à chercher des solutions, à apprendre, à réussir, à rater, à tester, à explorer et c'est ça qui va faire justement la beauté de la réussite ou de la transformation au bout. Mais des questions sur le chemin, il y en a toujours. Puis je dirais aussi comment tu utilises ton niveau d'exigence. Tu vois, je rencontre beaucoup de gens qui ont un niveau d'exigence comme ça, qui ont même des fois fait des burn-out tellement qu'il y avait l'exigence forte. Mais en fait, l'exigence forte, soit t'en fais une prison, c'est-à-dire que ça te bloque et tu fais rien. Soit tu décides de dire ok, c'est cool parce que je sens que j'ai cette au fond de moi, j'aime faire bien les choses. Mais en même temps, vu que je sais que j'aime faire bien les choses, je me sens entre guillemets protégée parce que je sais que je ferai bien les choses, donc j'avance. Et de voir ça peut être un driver comme un gros saboteur qui t'empêche. Et moi, j'en vois beaucoup des personnes qui ont un énorme potentiel et qui n'arrivent pas du tout à avancer parce que justement, elles sont dans l'hyper-exigence, on va dire, immobilisante. Et c'est hyper dommage et c'est exactement ce qu'on disait, c'est ce sort de saut dans l'inconnu qui, à un moment, est important de faire et se dire que la zone de turbulence qui va arriver juste après, elle va pas durer éternellement, en fait. Et je pense que la vraie problématique, moi je voyais ça, c'est rigolo parce que je voyais ça ce matin en atelier avec mes clients, mes élèves. La vraie problématique, c'est où est-ce qu'on place la barre pour soi-même. Et souvent on la place, mais tellement haute cette barre, on se met des exigences de dingue et dans un timing très court en plus. C'est-à-dire qu'on veut devenir champion olympique en 48 heures, mais c'est du jamais vu, ça n'existe pas. Donc c'est pas possible. Donc il faut juste revenir à des choses réalistes et ça veut pas dire qu'on est nul. Ça veut juste dire qu'il y a une réalité qui est ce qu'elle est, que le temps est ce qu'il est et que on peut faire les choses du mieux possible avec les meilleures intentions, avec les bonnes actions, mais il faut travailler sur où est-ce qu'on place la barre et sur notre impatience. Parce que sur 365 jours, si on arrive à avancer de 1% vers notre objectif chaque jour, 1% c'est que dalle, hein. T'as foiré toute ta journée, mais t'as fait un tout petit pourcent de bien. Mais en fait, au bout de 365 jours, t'as fait quand même un sacré chemin, quoi. Le problème, c'est que nous, on attend de faire 200% chaque jour. Ça n'existe pas. Et je dirais même, limite, on manque de gratitude pour les avancées qu'on fait. Et souvent même, on est plus exigeant que l'exigence qu'on peut avoir de nos clients ou de nos élèves. Et je dirais même, en fait, c'est bizarre, mais l'effet miroir de ce qu'on véhicule, quand on a une exigence, mais comme ça, qu'on veut tout faire hyper vite, en fait, souvent, nos clients, ils ressentent une pression. Et moi, je l'ai vécu, vraiment. L'année dernière, j'étais tellement à vouloir que les choses soient tellement bien pour elles, qu'elles avancent exactement comme je voulais, que je me suis rendu compte à un moment que je mettais trop de pression. Alors que c'est pas la pression qui fait avancer, mais c'est l'écoute et l'intelligence et les étapes, comme tu dis, les petits pas. Oui. Et en fait, là, quand j'étais dans cette perfection de vouloir contrôler que ça se passe bien, d'être aimée par tout le monde, en fait, j'ai eu le reflet de mes clients qui me disaient attends, là, je sais pas, et là, je me suis dit non, mais désolée, en fait, c'est mon propre autorégulation, c'est ma propre autorégulation qui a pas été dans le game, dans le jeu de ce que je voulais faire, et là, ça va pas, en fait. Et j'ai mis 1 mois à complètement autoréguler ça. À chaque fois que j'avais une session, je revenais à c'était quoi et c'est quoi le prochain pas, c'est quoi le prochain pas, et discuter avec c'est quoi le prochain pas que tu sentirais
faisable. Et ça sert à rien de mettre une barre comme ça. Faisable et agréable. Parce que si on n'amène pas du plaisir dans l'avancée, bah oui, ça finit comment? Ça finit en burn-out, ça finit en dégoût, ça finit en bah non mais attends, j'en peux plus, ça fait 1 an que j'enchaîne, j'ai même pas et là il y a plus de plaisir, donc ça ne continue pas dans le temps. Et c'est marrant parce qu'on se rend compte que bah tout ce qu'on est, les étapes qu'on passe, bah c'est aussi notre propre rôle pour nos clients, de pouvoir nous-mêmes faire ce travail, de réduire un peu la barre, de peut-être ralentir l'accélération qu'on a voulu, même pour eux, pour qu'ils se sentent plus dans une confiance et puis de se dire quoi. J'ai une amie, je partage juste ça parce que c'est hyper important, je vais oublier, qui m'a donné une phrase, mais qui, là, ça fait 1 an qu'elle me tient, c'est « mise ton avenir sur le long terme ». C'est-à-dire, arrête de vouloir tout le temps être dans le court terme. Plus tu vas avoir une vision long terme, et moi j'essaye vraiment de développer la vision de mes clientes, plus tu vas avoir une vision long terme, plus tu vas apaiser déjà ton système nerveux, et plus tu vas faire les choses dans l'intelligence longue et durable. C'est très juste. C'est pour ça que cette impatience mène au burn-out, ou même si on va pas jusqu'au burn-out, parce que maintenant on l'utilise pour tout, le burn-out. Ouais, mais en surmenage. Voilà, tout de suite on dit au burn-out. Non, le burn-out c'est quelque chose qui est encore plus grand que le surmenage, on est au-delà de. Mais ne serait-ce que le surmenage, il faut vraiment voir ça sur la durée, c'est-à-dire que on peut avoir des périodes de rush, on peut avoir des périodes d'exigence où on se dit ok, là il faut que je donne un gros coup de collier, un gros coup de bourre, je dois mettre tout ça en place, etc. J'ai ces attentes là, mais si on se met dans ce mode là à long terme, mais on brûle toutes ces cartouches et donc on va pas arriver plus vite à notre objectif. On va faire en sorte que tout se casse la gueule plus vite par contre. Ouais. Donc un pas chaque jour. T'as beaucoup de vacances quoi. T'as beaucoup de profs de pilates que t'as vu en surmenage? Oh bah 9 sur 10. Sans problème. Soit ils ont trop de boulot, ils sont en surmenage, soit ils sont en stress parce qu'ils développent du coup leur studio ou un nouveau projet et du coup ils recherchent le développement, la clientèle et autres, et du coup surmenage aussi parce que ils savent plus où donner de la tête, ils sont partout et nulle part, et en fait ils sont en train de dilapider toute leur énergie au lieu de la concentrer sur quelque chose et que ce soit plus doux et plus diffus. Ouais, c'est un peu comme une bonbonne de gaz si tu veux. Tu vois, au lieu d'avoir un feu doux mais qui va durer X heures et qui va te permettre de chauffer, de faire tout ce que tu as à faire, hop, tu le mets à fond tout de suite. Et puis en fait, ce que tu as mis à cuire dessus va cuire plus vite, mais après tu n'auras plus rien et tu vas crever la dalle pendant les 2 prochains mois parce que tu n'as rien d'autre, quoi. Ce qui est dingue, c'est que en fait, que ce soit le pilate, le yoga ou le bien-être en général, en fait, qu'il y ait autant de gens qui soient dans le surmenage à travers le partage du bien-être ou des pratiques qui permettent de se sentir mieux dans son corps, en fait. C'est juste dingue. Et moi, je dirais que le yoga, c'est déjà ça. Et moi, je vois beaucoup du surmenage ou de la super dispersion. C'est-à-dire que vouloir répondre à tout le monde. Après, je pense que la plupart des personnes qui sont lancées dans ce type d'activité, il y en a très peu qui étaient déjà entrepreneurs. Enfin, moi, en tout cas, j'en vois très peu. Je vois des gens qui ont eu une reconversion et justement qui n'ont pas les clés de l'entrepreneuriat, qui veulent tout faire, que tout est urgent, important, nécessaire, alors que si tu commences comme ça, malheureusement, tu vas pas très loin. Et puis, alors le yoga, c'est beaucoup la dispersion, et je trouve que le pilate, déjà l'exigence de la méthode, ça amène beaucoup de surmenage, que ce soit des heures, l'exigence, etc. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui sont et oui, après, en fait, l'idée c'est toujours le curseur que tu mets si tu veux tenir dans la durée, quoi. Et puis si tu veux te faire plaisir aussi, parce que on se reconvertit pas pour souffrir encore plus. Non, alors effectivement, tu soulignes un truc qui est super important, c'est que
En tout cas, dans le Pilates, ça c'est sûr, il y a 9 profs sur 10, pour pas dire 10 sur 10, qui sont issus de la reconversion professionnelle, peu importe dans quel milieu ils étaient avant. Et donc, on passe en général de salariés à entrepreneurs, sauf que ces personnes-là ont appris une méthode, Pilates, yoga, ce qu'on veut. Elles se sont dit, oh là là, ça me fait un bien incroyable. Ça les a fait switcher. Elles se sont dit, du coup, moi, je veux aller de là-dedans. Ça me donne plus de sens. Je suis plus alignée avec moi. Je veux transmettre ça. Sauf qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a pratiquer, qui est différent de enseigner, et être salarié, qui est complètement différent d'entreprendre. Il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre, hein, c'est juste des choses différentes. Et en tout cas, il y a des codes à avoir dans chacune de ces choses-là. Et nous, là, c'est ce qu'on fait dans les 5 sens, c'est comprendre que oui, tu peux apprendre la méthode, oui, tu peux apprendre des mouvements, oui, tu peux apprendre un répertoire de mouvements et d'exercices, une philosophie. Hein, dans le yoga, il y a ce côté philosophique qui est présent, et qui est bien plus présent d'ailleurs que ce qui ne l'est dans le Pilates. Clairement, ça c'est vraiment une des deux différences des deux méthodes. Pour autant, souvent, ces profs deviennent des robots. Et c'est super dommage parce que ça veut dire qu'elles se sont déconnectées de ce qui les a amenées à ça au début. Donc elles sont passées de ça m'a aligné et du coup je veux aller vers ça à je suis en train de totalement me désaligner. Et donc c'est une histoire pour moi d'incarnation. Tu veux transmettre des choses, mais est-ce que tu transmets quelque chose que tu incarnes réellement ou pas? Ouais. Et le perfectionnisme nous fait sortir de cette incarnation, finalement. Tu peux pas parler de choses spirituelles. Tu vois, en yoga, il y a beaucoup de spiritualité. C'est pas juste des mantras, c'est pas juste un blabla, c'est quelque chose qui doit venir des entrailles, quoi. Et si ça te traverse pas, et si tu ne vis pas non plus comme ça, ben en fait, c'est très volatile ce que tu transmets, ce que tu enseignes. Alors là-dessus, je suis d'accord avec toi. Après, je dirais, on n'est pas parfait, et parfois, des choses qu'on croit fortement, que ce soit spirituel, que ce soit dans les pratiques, etc., parfois, il peut y arriver, et moi j'ai rencontré beaucoup de profs de yoga comme ça qui se mettaient une pression pour avoir cette congruence absolue de leur méthode, de leur savoir, etc. Un moment, parfois aussi, il faut savoir se dire, là, cette semaine, par exemple, j'ai pas eu le temps de pratiquer, c'est ok. Mais c'est pas grave. Ouais. Mais c'est pas grave. Non, mais juste que le message soit passé aussi, d'avoir cette conviction profonde et vraiment d'être d'incarner vraiment ce qu'on a envie de partager, ça c'est important, et en même temps d'y amener de la souplesse humaine par rapport à ce qu'on t'a enseigné. Mais ce que tu dis là, ça revient à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que c'est une histoire de dans le temps. Et que cette semaine, t'aies pas eu le temps de pratiquer, que t'aies pas eu le temps de méditer, machin. Mais ça, c'est une vision court terme, du coup, on revient à une vision court terme. Tu vois, vraiment, c'est ok, dans le temps, regarde sur ton année complète, regarde sur tes 10 dernières années. C'est ça, l'alignement. C'est ça. Et alors, j'irai encore plus loin, mais ça, c'est un petit clin d'œil pour pas mal de gens. Il y a aussi cette idée, et là, je vais peut-être bousculer un peu, accrochez-vous. Non, il y a aussi cette idée, j'ai beaucoup de profs de yoga notamment qui viennent me voir parce que ils sont pas assez rémunérés, ils ont pas assez il y a un vrai souci de valeur de ce qu'ils font, ils osent pas montrer leur prix alors qu'il y a des gens qui gagnent très bien aussi leur vie dans leur pratique, et c'est normal parce que avec toutes les formations et tout ce qu'ils font et toute l'énergie qu'ils véhiculent, c'est normal de recevoir. Mais souvent ces personnes-là elles-mêmes ne veulent pas se faire accompagner ou ont des blocages avec l'argent. Et ça fait partie de la démarche spirituelle. Si tu amènes des gens à aller se choisir à travers une pratique comme le Pilates ou le yoga et investir dans des programmes, dans des accompagnements qu'on fait que le prof fait lui-même, si toi-même t'es bloqué à vouloir avancer, développer ce que tu fais, te faire aider, là il y a un problème en fait. Ouais. Et moi je donne un exemple, j'ai eu une personne comme ça, elle me dit mais attends, moi je fais des trucs trop bien, mais ça marche, les gens ne voient pas la valeur, ça marche pas, j'arrive pas à le vendre.
Et en fait, cette personne est au moindre centime d'investissement à dire non mais moi je vais faire ça toute seule. Et je dis mais en fait regarde en méta, regarde ce qui se passe dans ton univers, dans ton monde et vois qu'il y a un problème de cohérence en fait. Donc parfois, on est toujours tout ce qui nous arrive dépend de nous. Moi je suis persuadée. Justement si là t'es figé là-dessus, t'étonnes pas que tes clients soient figés là-dessus. Ouais. Parce que c'est ce que tu vibres, c'est ce que tu es, c'est ce que tu dégages et c'est le message que tu transmets consciemment ou inconsciemment. C'est le gros paradoxe quoi, c'est-à-dire que réussir ça doit être tout seul, mais personne réussit rien tout seul, un enfant apprend pas à marcher tout seul. Quand on fait des projets, on n'est pas tout seul dans la vie. Tout le monde construit pas sa maison tout seul. Enfin, et pourquoi cette exigence là à se dire je vais enseigner, je vais monter mon business et je dois faire ça seul et rien que tout seul. Alors ça veut pas dire avoir 12 salariés. C'est souvent la dérive des perfectionnistes. C'est souvent la dérive des gens perfectionnistes qui. Oui, mais ça c'est l'ego qui parle. Construit. Ça c'est l'ego qui parle pour dire voilà, moi je me suis fait tout seul. J'entendais des entrepreneurs cette semaine dire ça. Je trouve ça incroyable de dire ça. Bien sûr que non, on se fait pas tout seul. Et c'est ce qui fait la richesse d'ailleurs de ce qu'on fait, parce qu'il y a eu du partage, parce qu'il y a eu des idées de l'un, parce qu'il y a eu une inspiration de l'autre, parce qu'il y a eu un coup de main sur un truc où t'étais bloqué sur un sujet et puis une discussion avec une personne a fait que ça t'a ouvert la vue sur l'angle qui était mort et puis hop ça a décoincé et puis t'as pu continuer ton chemin. On se fait pas tout seul. Non. Mais en fait, on avance beaucoup moins loin et beaucoup moins vite et avec beaucoup moins de plaisir, en fait, je trouve aussi. Oui. Mais ça n'enlève en rien la réussite qu'il y a derrière. C'est ça qu'il faut noter aussi. Ça veut pas dire t'es nul, t'as pas réussi à faire ça tout seul. Non. C'est au contraire, c'est génial. T'as réussi à construire ton chemin en ayant des coups de pouce au moment où c'était nécessaire. C'est même très intelligent d'avoir construit ça comme ça. On peut pas accompagner les gens en disant « moi, j'ai besoin de personne ». Puis je dirais encore mieux, j'ai certaines personnes qui ont bien compris le système. J'ai une cliente, elle m'a dit « je savais quand j'allais avec toi qu'il allait se passer des choses que je ne savais pas ». Et justement, c'est aussi, tu vois, quand tu fais une démarche de te faire accompagner, tu sais qu'il va se passer plein de choses que tu ne contrôles pas. Et qu'il va se passer des surprises que tu n'aurais pas imaginées, de sortir de ton schéma de il faut que je fasse tout toute seule, je contrôle, je sais tout, et justement d'aller petit à petit à avoir ce lâcher prise pour s'ouvrir à un nouveau palier. On parlait de palier tout à l'heure pour se développer. D'ailleurs, alors j'en profite parce que je suis pas du tout dans mes questions, mais c'est ok. Selon toi, Élodie, pourquoi tant de femmes notamment dans ton domaine d'activité, n'osent pas se lancer, se montrer, créer ce qu'elles font? Je pense qu'il y a une histoire d'éducation et de croyance sur le jugement, sur la peur de mal faire, ça nous renvoie aussi à l'amour de soi. Si je me mets en avant et que les gens me critiquent, c'est sûr que ça fait plaisir à personne. Et même si moi je dis ça, ça me fait pas plaisir non plus. Mais en fait, dans notre quotidien réel, au-delà des réseaux sociaux, est-ce que tout le monde nous adore? Non. On n'est pas fait pour s'entendre et être d'accord avec tout le monde. Et c'est ok. Faut juste accepter ça comme quelque chose de normal. Donc moi, c'est ce que je disais à mes participants, c'est quel est votre objectif, quel est le message que vous voulez faire passer. Et par rapport à ce message que vous voulez faire passer, vous allez décliner votre communication et oui, vous mettre en avant, mais c'est pas vous que vous mettez en avant, c'est pas toi et ton ego que tu mets en avant pour dire moi je. Non, c'est pour dire moi je vous parle de mon histoire, mais elle fait peut-être écho à la vôtre. Et en fait, les gens ne vont pas venir écouter votre histoire juste parce qu'ils sont fans de vous. C'est pas l'ego, c'est plutôt parce que ça met un miroir sur eux-mêmes. Et c'est là, en fait, que ça devient intéressant et qu'on va pouvoir les aider. Et ça me fait penser à... Moi, j'aime beaucoup... Alors, je sais pas si tu connais Pierre David, mais j'apprécie beaucoup cette personne. Et en fait, il me disait un jour, en fait... plus t'es dans la contribution, sans vouloir être aimé, plus
tu réussis, plus t'as des retours. C'est un truc de dingue, en fait. Quand tu te détaches de toi et de cette peur du jugement, ou de cette peur d'être aimé, et que t'es vraiment dans cette contribution, je veux contribuer, bah, il y a plein de surprises qui t'arrivent, et je trouve ça encore beaucoup mieux de voir les choses comme ça. Et on va pas se cacher, la peur du jugement, on l'a tous. Et moi, parfois, quand je posais une question, des fois, j'ai une cliente qui me dit, ah, mais là, j'ai peur de me faire critiquer, j'ai pas envie d'y aller. Je dis, mais attends. Alors, combien de personnes t'ont critiqué depuis 1 an? Et là, elle me dit, ah ben il y en a 2 sur 50 peut-être. Et en fait, souvent, on va focaliser notre attention sur ça. Et ça, c'est aussi du perfectionnisme un peu. Hein. Oui. Il faut absolument que tout le monde, mais en fait, là, on est dans l'illusion complète. Parce qu'en effet, peut-être que la personne qui va te critiquer, c'est justement parce que t'as appuyé sur un truc qu'elle s'autorise pas. Et là, ben, en fait, limite, tu l'aides. Parce que d'appuyer là-dessus inconsciemment, eh ben, tu vas l'aider peut-être à voir les choses autrement ou à se bouger ou à se rendre compte qu'il y a un vrai problème vis-à-vis de ça par rapport à elle-même. Et donc, en fait, quand tu te fais pas aimer, parfois t'aides les autres aussi. Donc, c'est encore mieux. Complètement. Ça dérange. Et puis après, bah, il y a des gens qui ont aussi que ça à faire et faut passer son chemin. Enfin, je veux dire, faut placer son énergie là où elle est indispensable. Voilà, vous avez une mission. La mission est de transmettre telle chose. Eh bien, go, quoi. Voilà. Toi, comment t'arrives à différencier, en tout cas à trouver cet équilibre entre la rigueur et la conscience professionnelle, et le perfectionnisme? Comment tu parviens à trouver un petit peu cette alors j'aime pas dire équilibre, mais cette saine exigence? Waouh, faut que je réfléchisse là. J'ai pas dit que c'était facile, hein, le podcast. Oh là là, elle m'a dit ouais viens, on va se voir, on boit un verre d'eau en même temps, on parle de perfectionnisme. Non, attends, faut que je me creuse. L'équilibre entre la rigueur et tu m'as dit quoi d'ailleurs? Non, en fait, alors vraiment trouver comment toi t'arrives à voir quand ta rigueur professionnelle est saine ou elle devient moins saine pour toi. Ok, je sais parce que je sais quand je suis dans le juste. Parce que quand je suis dans le juste, les choses sont en mouvement. Je suis dans les actions. Je sais quelles sont les actions que je dois faire au quotidien. Et tant que tout ça est en action, en mouvement, donc en transformation, alors l'équilibre parfait n'existe pas, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même sain et qui avance. Quand je sens que je me fige et que je procrastine, je vais moins dans l'action, je remets ça à demain, après-demain, après-après-demain, et tu te retrouves 3 semaines après, tu te dis « Oh, je ne l'ai toujours pas fait, c'est un signe etc. » Ou que les peurs prennent le dessus. Là, je prends conscience maintenant, parce que je me connais aussi beaucoup mieux qu'avant. Hein. Là, je me dis « Ok, là, il y a quelque chose à faire, et il faut se remettre en action parce qu'on arrive dans quelque chose de figé. » Et ça, c'est vraiment le signe le warning quoi, qui te dit ça va pas, il faut bouger les cartes. Ok. Moi j'ai aussi mon fonctionnement, enfin mon analyse quand je vois ça, ça va être très simple. En fait moi je suis quelqu'un de très dans la joie, dans le corps, dans la spontanéité, c'est ça qui m'anime. Et dès que je commence à être à fond dans le mental, à en perdre limite de la joie, à me prendre la tête pour tout, et je le vois souvent, je me tiens la tête haute. Mais là, je vois que j'ai passé le niveau d'exigence qui convient pas. Du coup, tout de suite, je me dis, attends, là, t'es trop dans ton mental, tu vas redescendre. Et sinon, si tu continues comme ça, ben, ça va pas marcher déjà. Parce que mon fonctionnement n'est pas comme ça. Et d'apprendre à se connaître, tu vois, on a chacun nos petits... d'apprendre à se connaître, bah justement, on arrive à réguler ça, à se dire, attends, non, mais là, je reprends mes travers. Quand je vais être trop dans le contrôle, bah je suis hyper là. Et puis au final, je me déconnecte aussi de mes clients, des attentes, ma créativité. C'est pas possible, quoi. Et donc voilà, moi, c'est aussi ma façon de voir quand c'est sain et quand c'est plus sain pour moi, quand c'est plus écologique pour moi de faire ça, ouais. Bah, t'as dit un truc très très juste, c'est se connaître en fait. C'est-à-dire que faut juste accepter notre fonctionnement, connaître comment on fonctionne. Ok, moi je suis comme ça, mes réactions face à telle situation sont comme ci, comme ci, comme ça, et du coup, hop, bah, on va pouvoir agir dessus.
Toi, j'en reviens à une autre question. Quelles sont pour toi les conséquences concrètes que tu as vues chez des profs ou des élèves que tu as eus qui attendent toujours que ce soit parfait avant d'agir? Est-ce La que tu en as eu? procrastination. Ouais. Du coup, c'est des personnes qui ne font pas. Elles commencent des choses, voire elles en commencent plein en même temps ou différemment sous différentes formes, mais elles finissent rien. Souvent, ça se manifeste comme ça. Euh, Ça se manifeste par des choses qui se figent. J'ai peur d'eux, et donc hop, on se referme dans notre propre coquille. On se montre plus, on développe plus rien, on n'ose plus y aller. Et finalement, les choses se cassent un peu la figure, mais c'est dû à soi. Et c'est dommage parce qu'on peut avoir de l'or dans les mains, mais si on s'arrête juste pour la regarder, il y a un moment, ça finit par partir, quoi. Donc il faut en faire quelque chose. Souvent, c'est ce que je vois le plus, ça. Moi, c'est marrant, c'est des filles qui trouvent des prétextes toujours à dire non mais ce sera plus tard, ce sera dans 2 mois, dans 3 mois, et qui derrière sous tellement de pression qu'elles développent plein d'idées. Elles disent mais j'ai plein d'idées dans ma tête, mais elles ont l'illusion que il y a plein de choses qui se mettent en place, mais elles ont rien fait. Ouais. Et donc, en fait, on est un peu déconnecté de la réalité dans ces périodes-là, dans ces gens qui sont dans l'exigence et qui veulent tout contrôler avant d'avoir même lancé quoi que ce soit. Et en fait, elles sont vraiment dans un fantasme. C'est-à-dire qu'elles pensent avoir développé des choses, mais elles ont rien développé parce qu'elles restent dans leur tête et elles sont tout le temps en train de repousser. Et moi, j'en ai eu comme ça, où 2 ans après, je leur demande toujours, elles en sont toujours au même stade, en fait. Et je trouve ça hyper dommage parce que quand on a un potentiel et ces 2 ans, pour moi, c'est 2 ans, c'est 2 ans de non-partage, c'est 2 ans de non-évolution et c'est vraiment, c'est dommage. Après, si ces personnes-là sont OK avec ça, enfin, voilà, moi je pense que c'est plus inconscient que. Ouais, c'est ça. On n'est pas tous obligés d'avancer, on n'est pas tous obligés de progresser. Si la personne, elle est OK de rester là où elle en est parce que ça lui convient bien, c'est un rythme qui lui convient et c'est chouette. Dans ces cas-là, ça pose aucun problème en fait. Il n'y a pas de problème. Mais si la personne se raconte des histoires, effectivement sur le oh waouh j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, non, les actions parlent, les chiffres parlent. Il y a toujours des éléments concrets qui permettent de regarder et de faire des comparatifs. Mais il faut être en phase avec soi-même, quoi. Mais d'ailleurs, si tu devais donner un conseil à une prof qui repousse encore son lancement, son évolution par peur de pas être assez, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ok. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que ça vient chercher ce qu'il y a dans les entrailles, quoi. C'est quoi le truc qui t'anime, en fait? Est-ce que tu as envie de faire ça juste parce que c'est fun de faire ça? Et c'est ok, hein. Mais ou est-ce que tu as envie de faire ça parce que tu as un feu mais ardent, brûlant à l'intérieur? Et s'il y a ce feu ardent, il faut qu'on puisse casser des barrières, quoi. Et c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Il n'y a pas d'urgence. Le monde va pas s'effondrer parce que t'as pas développé ce que tu voulais en 1 semaine et que ça prend 3 mois. C'est pas grave en fait. Chacun a son rythme aussi. Je pense que ce qui manque, c'est de s'apporter de la douceur et de s'apporter vraiment un peu de compréhension de soi-même, un peu d'amour à soi-même. Ça veut pas dire pour se raconter des histoires et repousser les choses encore et encore, hein, mais c'est juste pour donner un peu plus de réalité et moins de fantasmes. Ça me parle. Voilà. Moi, je pense que le conseil aussi que je pourrais donner, c'est en fait, je suis toujours persuadée que derrière la peur, il y a toujours de l'excitation. Il y a les deux. Et il n'y a jamais la peur tout seul, en fait. Souvent, quand on a peur, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est encore plus beau et plus grand. Et du coup, qu'on a du mal à ouvrir la porte. Et moi, le conseil que je pourrais leur donner, c'est mettre un petit peu de côté la peur et d'aller voir, oser juste imaginer ce qui se passera après la peur. Parce que pour moi, la peur, c'est toujours un mur.
Et derrière le mur, de voir qu'est-ce que tu as envie derrière ce mur en fait. Et je pense que chacun est créateur de ce qu'il a envie de développer. Et justement, d'aller oser aussi s'autoriser à, on en est encore dans la vision, hein, s'autoriser à les regarder. Et souvent, quand je demande à une personne qui me contacte, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Quasiment 90% des personnes, mais c'est dingue, me disent j'en sais rien. Ouais. Parce qu'on est encore dans le court terme. On est encore dans, je reste sur mes, et du coup, en fait, c'est normal que tu restes dans ta peur figée si tu vas pas regarder ce qui peut se passer après. Je rajouterais un truc, parce que je vous le partage, moi ça a changé beaucoup de choses en moi aussi, hein, du coup comme j'allais dire j'étais perfectionniste. Est-ce que ça nous quitte vraiment un jour? Je sais pas. Je pense qu'on arrive à le réguler parce qu'on se connaît mieux, mais est-ce que ça nous quitte? J'en sais rien en fait, j'ai pas la réponse. Mais une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de dire les émotions que tu as, elles sont là. On cherche pas à les annuler. On n'attend pas que je n'ai plus peur pour faire. Non, au contraire, c'est hyper sain d'avoir ces émotions-là qui peuvent être très puissantes. Hein, d'ailleurs, à l'intérieur de nous, ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça peut être la joie, ça peut être la passion, ça peut être la tristesse, ça peut être toutes ces émotions-là. Mais de se dire, ok, cette émotion-là qui est hyper forte en moi, est-ce que je peux l'utiliser pour qu'elle transcende et qu'elle me permette de transformer les choses? Et je crois que le réseau a bugué, j'étais perdue. Bon, je sais pas si Julie est là, je vais continuer à vous raconter des trucs. euh, L'important, ouais, c'est vraiment de pouvoir transcender les choses et de se dire que, oui, j'ai peur, j'avance quand même, même si j'ai peur, et cette peur, en continuant de marcher, elle va petit à petit réduire. C'est comme quand on doit parler en public. Avant de commencer à parler en public, on est mais terrorisé, quoi. Il y a des personnes, ça les fige. Il y a même plus un son qui sort de leur corde vocale. La bouche est sèche, le cœur s'accélère, etc. Et puis bizarrement, dès qu'on a commencé les premiers mots et la première phrase, ok, euh, ça y est, la peur est en train de descendre. On est rentré dans le vif du sujet, on est rentré dans la matière et on se pose plus toutes les questions qu'il y avait avant par anticipation. Ça, c'est vraiment un super exemple, je trouve, que tout le monde a pu expérimenter, ne serait-ce que dans l'enfance, quand il fallait parler ou présenter des exposés devant la classe. Euh, c'est pareil pour tout dans la vie, c'est pareil pour tous les projets. Se dire que, ok, là, j'ai la trouille, quoi. J'ai la trouille. Je mets des choses en place, je sais pas si elles vont payer, je sais pas comment ça va résonner chez les autres, mais je l'ai fait, j'avance et je l'ai fait On a été toujours. Et tu sais quoi, on a été coupé, mais je me suis dit, t'as disparu, ça enregistre toujours, moi j'ai continué sur le sujet, comme ça fera de la matière. T'as bien fait. Parce qu'en fait, en plus, c'était hyper intéressant. J'ai eu une notification, ça a coupé ma connexion. Donc bon, voilà. Donc je regarderai, tu vois, je regarderai le regarderas. Mais j'étais en train de dire que finalement, avoir des émotions très fortes, on peut l'utiliser à bon escient et que ça nous permette de transcender les choses. Voilà. Et pas de se dire j'attends qu'elles disparaissent pour faire, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va nous dire oh j'ai trop peur, je peux pas. J'ai encore une dernière question, après je te libère. Allez, vas-y. J'aime bien les moments de vulnérabilité, moi, parce qu'on est dans l'authenticité, et moi aussi j'en partage rien. Est-ce que tu pourrais juste nous partager un moment où ton perfectionniste a fait louper une opportunité, ou t'as ralenti dans ton évolution professionnelle ou personnelle? Je sais pas répondre vraiment à cette question, je crois. J'ai pas eu
à mon sens, un fait vraiment plus marquant qu'un autre. Peut-être qu'il y a plusieurs petites choses, mais j'en ai pas conscience parce que je peux pas refaire l'histoire et je sais pas si ça m'aurait apporté autre chose. Euh, probablement oui, bien sûr. Ou au moins ça retarde les choses. Tout comme là, la création des 5 sens Pilates International. Depuis que j'ose, effectivement, au début, je visais quelque chose, un monde comme ça, tu vois, de cette taille-là. Et puis, en fait, une fois que j'ai osé, je me suis rendu compte que, oh, waouh, sans que je cherche ça a fait quelque chose de plus grand. Ça, en tout cas, ça m'a démontré que lâcher un peu de perfectionnisme permet de faire des choses plus grandes. Ça, c'est sûr. Après, des occasions manquées, oui, il y en a probablement eu. Mais est-ce que c'était pas ça mon chemin? Tu vois, moi, je relativise beaucoup. Je me dis, si je suis là aujourd'hui, c'est que je suis pas là par hasard, donc. Moi, je partagerais que, je sais pas si c'est le perfectionnisme ou le manque de confiance, mais en fait, j'ai toujours eu des idées avant-gardistes. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Il y a 10 ans, le Kundalini, c'était pas connu du tout. Et moi, j'adorais faire ça. J'avais découvert ça à l'étranger. Vraiment, c'était un truc. Et en fait, vu qu'en France, c'était connoté hyper perché, j'osais pas. Et en fait, j'en ai eu mes 36 000 des histoires comme ça, où en fait, j'osais pas lancer des choses parce que j'avais peur du jugement, j'avais peur de pas être assez, je pense que j'avais peur qu'on me prenne pour une illuminée. Et du coup, à chaque fois, j'abandonnais. Et en fait, oui, en effet, c'était peut-être mon chemin. Un moment, t'en as tellement marre de voir que 2 ans après, il y a plein de trucs qui évoluent et toi, en fait, ton idée avant-gardiste, t'en as rien fait, que t'es tellement dans la frustration de ça qu'à un moment, ça y est, tu retrouves la vague comme dans le surf, tu retrouves une vague de surf et là, tu dis non, mais attends, celle-là, j'y vais, mais je réfléchis même pas, je fonce, quoi. Et clairement, ça a été une expérience pour moi dans plein de choses. Et aujourd'hui, ça m'a donné vraiment cette idée de quand j'ai une envie, une passion profonde, je fonce. Parce que la vague, il faut suivre la vague si tu veux vraiment te kiffer la vague en fait. Ouais. Sinon tu restes sur le côté et il va jamais rien se passer. Et donc je dirais que oui, des expériences qu'on vit, que ce soit frustration ou autre, ça aussi ça nous aide aussi dans notre chemin pour plus tard, pour aller chercher les opportunités quand elles arrivent, plutôt que d'attendre encore une prochaine. Et ça cartonne le Kundalini en plus maintenant. Non mais oui. Non, mais en plus, en fait, je trouve que c'est une démarche tellement puissante énergétiquement moi qui suis hyper active, qui était tout le temps dans le mouvement, course à pied, etc. J'ai découvert une pratique qui, en statique, mais littéralement, c'est épuisant. Mais en même temps, c'est tellement puissant, tu te recharges en même temps, etc. Et je me disais, mais c'est dingue qu'en étant statique, juste physiquement, mais à l'intérieur, il se passe plein de choses, d'avoir autant, que ce soit autant bouleversant à l'intérieur de soi. C'est ça qui me passionnait en fait, de se dire on inverse complètement les codes de des croyances qu'on a, qu'il faut être dans le mouvement, dans le vrai mouvement physique non, il peut se passer des choses internes et toutes les choses internes souvent sont beaucoup plus profondes et structurelles que la dispersion qu'on peut avoir. Physiquement. On cherche souvent les réponses à l'extérieur de soi. Et en fait, elles sont à l'intérieur. Et quand on parle, moi, quand je parle d'action, quand je parle d'être en mouvement pour avoir des transformations, ça démarre par l'ancrage. Donc, ça démarre de quelque chose de très stable, d'un socle, des racines de l'arbre. Et le mouvement, il est à l'intérieur. Enfin, je veux dire, l'arbre, avant de grandir, il y a la sève qui monte, il y a les petits bourgeons, il y a tout ce qui est invisible avant d'avoir des fleurs, des fruits, etc. Et nous, c'est la même chose en fait. Ouais, revenir toujours à son ancrage et ça se passe à l'intérieur, l'ancrage. Enfin, souvent, le meilleur ancrage, c'est celui qu'on va chercher de l'intérieur. Oui. Et c'est une belle conclusion de cet échange. En tout cas, merci beaucoup, Élodie, de t'être pris au jeu et d'avoir accepté mon invitation. Moi, j'aimerais que tu puisses dire où on peut te trouver pour les personnes qui ont vraiment apprécié tout ce que tu nous as dit, parce que tu nous as donné beaucoup de valeur dans cet échange. Où est-ce qu'aujourd'hui on peut te trouver pour les personnes qui souhaiteraient découvrir ce que tu fais? Je suis principalement sur Instagram et Facebook aussi, sur Élodie Sculino Pilates.
Voilà, et il y a mes coordonnées. Enfin voilà, c'est moi qui m'occupe de tout ça, donc on peut discuter ensemble. Et puis il y a pas mal d'infos sur le corps, sur comment ça fonctionne, etc. Donc voilà. Bah, de Certes, toute ça façon, démarre du Pilate, mais on est tous concernés par le mouvement, quoi. ok. Et ben je laisserai de toute façon ton lien Instagram sous cet épisode de toute façon. Et je dirais oui, un truc hyper important, c'est que il y a toi derrière. On n'est pas des robots parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de choses très automatisées, très robotisées. Et justement, non, parfois il y a des humains derrière et puis ça fait du bien, ça fait plaisir. Ah, moi j'ai à cœur d'échanger avec les gens, quoi. Ok, il y a les réseaux sociaux, ça révolutionne notre monde, mais bon, de la chair, de l'os, des gens, des énergies, des sourires, des vraies choses. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Julie, en tout cas. Eh ben, avec grand plaisir. Donc cet épisode, moi je te le transférerai et cet épisode, vous pourrez le voir sur YouTube, sur ma chaîne podcast Spotify, et puis également vous pourrez me retrouver si vous avez adoré l'épisode, si vous avez envie de partager ce que ça a fait pour vous. Vous pouvez m'écrire aussi sur Instagram et je me ferai une joie de pouvoir continuer ce sujet du perfectionnisme et du passage à l'action avec vous tous. Voilà. Et ben en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis à très vite. Salut!